Alors bienvenue à tous, on est ravis de vous accueillir pour parler relations clients, support, assistance, service client, suivant les sociétés, les dénominations peuvent changer. C'est un métier qui est en train de se faire disrupter, comme beaucoup d'autres, par l'IA, et donc on voulait en fait partager un petit peu notre expérience, notre ressenti, pas que le nôtre d'ailleurs, ceux de certains clients, HubSpot et Aircall, donc je vais vous les présenter. On est dans un contexte quand même très particulier où en fait le support ou la relation client était quand même vu comme un centre de coût avant tout. Et ce qu'on voudrait, c'est vous faire passer le message qu'on peut le transformer en levier de croissance. Voilà, quelque chose qui va vraiment vous aider à développer votre business. Donc, pour le coup, on va être accompagné des experts et des praticiens. Alors, les praticiens et les praticiennes, donc ce sera nos amis de Projet BAT. Alors, j'ai perdu le micro. Non, il est là. Qui sont donc Élodie et Charles, qui sont au premier rang ici, et qui vont témoigner en tant que client HubSpot, client MI4 aussi au passage. Projet BAT, je vous laisserai vous présenter peut-être plus longuement tout à l'heure, mais c'est un logiciel, c'est un ERP pour les entreprises du bâtiment. On aura également donc Réhouven qui est avec nous ici, qui est donc le CEO de Limova, qui est une plateforme qui développe des agents autonomes pour l'entreprise, c'est ça, je le présente bien, qui est également client et utilisateur HubSpot et Aircall. Et voilà, et donc Alice est également avec nous, Alice qui est au fond là-bas, qui est partner manager chez Aircall, qui est une solution de téléphonie connectée, une solution de téléphonie IP, on va dire, qui se branche d'ailleurs sur HubSpot et pas mal d'autres CRM et outils. Et donc je suis Stéphane Viau-Murat, je suis le CEO de MI4, on est intégrateur HubSpot, ça veut dire qu'on met en place des CRM, des solutions IA pour les entreprises essentiellement, pour leur permettre de développer leur business grâce à HubSpot. Alors j'aimerais démarrer par un chiffre qui est censé vous faire peur. Alors avant de vous dire qu'est-ce que c'est que ces 52%, ça m'intéresse de savoir à la main levée si certains d'entre vous ont annulé un abonnement, quitter une marque ou un fournisseur de services parce qu'il ne répondait pas assez vite l'année dernière ou ces derniers temps. Ça m'intéresse de savoir si certains d'entre vous ont déjà fait ça là, au cours des dernières années. Pas tant que ça. Alors si. Bon, écoutez, de toute manière, je pense que vous êtes très indulgents, vous voulez être beaucoup plus en fait que les 52% qui en fait est un chiffre qui sort d'une étude très récente qui dit qu'en fait, ces 52%, c'est le pourcentage de clients qui quittent une marque ou un fournisseur en raison des temps d'attente trop élevés. Je crois que le temps d'attente était au-delà de 15 minutes pour des problèmes de support ou d'assistance. Donc c'est quand même un chiffre qu'il faut connaître parce que le coût du silence est devenu en fait assez insupportable pour les consommateurs. Nos attentes ont changé, c'est-à-dire qu'on est devenu très exigeant sur la réactivité et le niveau de performance des sociétés qui nous fournissent des services. Donc voilà, ça c'est un premier chiffre que je voudrais vous donner. Il y en a un deuxième qui est que le coût d'acquisition est bien plus élevé que le coût de la fidélisation. Plus exactement, une étude récente, pardon, j'ai un micro qui est capricieux, je l'arrêterai si c'est insupportable. Le fidéliser coûte environ 22 fois plus cher que acquérir. Alors, acquérir coûte 22 fois plus cher que fidéliser, c'est plutôt ça que je voulais vous dire. Donc c'est vraiment quelque chose qui doit nous influencer dans nos décisions. Et je vois paradoxalement beaucoup de sociétés aujourd'hui qui dépensent beaucoup plus d'argent dans l'acquisition, dans la lead generation, dans la vente de manière générale, que dans la fidélisation et la rétention. Et l'idée, c'est qu'on essaye de vous inspirer un petit peu sur ces sujets de fidélisation grâce aux nouveaux outils dont on dispose aujourd'hui. Alors c'est avec ça que j'aimerais démarrer en fait. On parle d'IA et l'IA, elle permet de répondre à ce niveau d'attente dont je vous parlais à l'instant. Elle permet de produire de l'hyper-personnalisation à grande échelle, en temps réel,
et pour tous. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même assez révolutionnaire. On sait que c'était quelque chose d'assez illusoire jusqu'à présent, fournir un service sur mesure VIP à tous nos clients lorsqu'on en a des centaines ou des milliers. Ça paraît évidemment impossible lorsqu'on a des petites équipes. Et je pense que la plupart d'entre nous, on a plutôt des petites équipes d'une personne ou d'un demi-ETP pour gérer la relation client, des fois plus. Donc voilà, ces outils-là vont nous permettre vraiment de gagner du temps. Mais c'est pas magique. C'est pas magique parce qu'en fait, pour faire de l'IA, il faut s'appuyer sur des données. Et ces données, ce qu'on observe, c'est que souvent, on injecte dans les solutions d'IA, dans les CRM, des données de piètre qualité. Et c'est le problème numéro un. C'est-à-dire que c'est aussi pour ça qu'on existe d'ailleurs. C'est qu'on va aider nos clients à cartographier les différentes sources de données, à les standardiser, à les nettoyer. Et ça va constituer un socle qui va permettre de faire de l'IA. Et si vous ne le faites pas, vous aurez à la sortie des choses qui sont de très mauvaise qualité. On observe quand même de plus en plus des IA qui sont vues comme étant des gadgets technologiques parce que ça ne sort pas les niveaux de réponse qu'on aimerait avoir en raison de la qualité des données. Donc pour faire ce genre de choses, on s'appuie sur des systèmes, des plateformes CRM comme HubSpot. Et HubSpot a cette faculté de pouvoir agréger toutes les sources de données dont vous disposez dans l'entreprise. Donc on parle des différents canaux de communication, les outils de messagerie, email, téléphone, SMS, mais aussi tous vos outils de type ERP, les logiciels de facturation, de gestion métier. Donc tout ça, ça représente des flux de données qu'il faut finalement importer ou synchroniser avec votre CRM pour que tout ça puisse constituer finalement un référentiel de données clients. Donc à partir de là, en fait, je vous ai donné quand même quelques fondamentaux sur l'usage d'un CRM et de l'IA. Mais l'idée, c'était de vous montrer dans un showroom accéléré, puisque du coup, on va faire ça dans un format très raccourci, mais on sera ravis de revenir sur ces sujets plus longuement lors de démos qu'on vous proposera dans un deuxième temps. Ce showroom, il est là pour vous montrer en fait ce qu'on peut faire avec des technologies IA. Alors on parle d'HubSpot, on parle de Breeze, qui est la couche IA de HubSpot, qui développe évidemment beaucoup d'outils et d'agents IA. Et AirCall, qui est donc la solution de téléphonie IP dont je vous parlais. Le premier exemple que je voudrais vous montrer, c'est le centre de support multicanal. Alors, on va éviter d'utiliser trop de jargon, mais globalement, vous voyez ce type de page comme étant un hub central pour toutes les demandes de support, d'assistance que vous allez recevoir dans l'entreprise. Donc là, ici, on a un exemple qui est en fait une société qui a différents canaux branchés sur ce CRM. Donc ça peut être de l'email, ça peut être des formulaires de votre site internet, ça peut être de la téléphonie, un chatbot, voilà, différents canaux qui vont faire converger tous les tickets sur ce centre de support. Et donc ça permet alors déjà d'avoir un espace qui est partagé par les équipes, qui permet de centraliser tous ces canaux. Ça permet aussi de faire des choses comme du routage de tickets intelligents, donc en fonction des demandes que vous allez recevoir, en fonction des types de problèmes, la plateforme va être capable de les assigner à la bonne personne en fonction de ses compétences, en fonction de sa disponibilité, parce qu'on peut en fait savoir si la personne est là ou pas, en congé ou disponible. Et on va avoir plein d'autres règles qu'on va pouvoir configurer pour assigner ces tickets de manière automatique. Donc pas de changement d'onglet, pas de changement d'univers, on a tout ça dans un centre de support. Et du coup, voilà, on va pouvoir ouvrir un ticket qui est en fait un exemple ici de ticket sur ce centre de support. Alors plusieurs choses intéressantes. Ce ticket en fait, il va être résumé par l'IA dans l'encart de droite que vous voyez ici. Donc cet encart, il va en fait faire tout le travail de digestion des 3 années d'historique que vous avez avec ce client, qui permet finalement d'avoir tout de suite un contexte lorsque le client appelle, lorsque le client vous envoie un message sur le chat.
et on va éviter d'avoir à chercher cette information sur différents outils. Ce ticket, en fait, il appelle une réponse, évidemment, et l'IA, évidemment, va vous suggérer une réponse. Cette réponse, elle s'appuie sur vos informations, vos données, vos fiches produits, vos fiches techniques. Donc, vous avez vu tout à l'heure le schéma où on va brancher toutes ces sources de données sur une plateforme. En fait, l'IA va digérer tout ça et proposer des réponses. Alors ici, on a un exemple de réponse qui serait validée par l'agent de support, qui va du coup la valider et l'envoyer automatiquement depuis cette fenêtre, quel que soit le canal qui a été utilisé à la base. Donc ça, c'est, on va dire, un mode semi-automatique. On verra tout à l'heure qu'il y a des modes automatiques qui peuvent être également configurés. Deuxième chose que je voulais vous montrer, parce que finalement on sait que les agents de support perdent beaucoup de temps à aller chercher de l'information sur différents outils, c'est que en fait sur des plateformes comme HubSpot, on va pouvoir visualiser une information à 360 degrés. Donc dans cette fiche de contact, ici on a un exemple d'une Sarah qui est cliente d'une entreprise. On va avoir d'un coup d'œil en fait toutes les informations relatives à ce contact. Les objets qui sont à droite sont des fiches d'entreprise qui sont reliées à ce contact. On va avoir des tickets qui sont également historisés ici. La vue d'ensemble, bon, je suis désolé, je pense que je vais faire sans micro parce que c'est un peu compliqué. Vous m'entendez tous, hein, je pense, hein, j'ai une grosse voix. Dans l'onglet qui est central ici, on a l'historique d'activité, donc l'ensemble des interactions qu'on a eues avec ce client. Et puis, on peut avoir aussi, donc dans cette fenêtre, alors ici, on n'aura pas le temps de vous le montrer, mais on peut avoir des informations sur, par exemple, l'abonnement, l'historique de commande, l'historique de facturation, l'historique de paiement, le stock de produits sur une personne qui serait cliente d'un produit donné. Donc voilà, cette vue 360, c'est vraiment ce qui fait la différence lorsqu'on veut être réactif et contextuel lorsqu'on s'adresse à un client. Troisième point, c'est quelque chose d'ailleurs, on va vous montrer rapidement un exemple, ce qu'on appelle chez HubSpot un agent d'assistance client. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un agent d'assistance client? C'est ce qu'on appelait auparavant un chatbot dans sa version ici à l'écran, mais intelligent. C'est-à-dire qu'auparavant, les chatbots, c'était des outils qu'on allait configurer avec des scénarios, des arbres de décision, des choses qui sont assez statiques au final. Là, les agents maintenant permettent, et je pense que chez Limova, on fait des choses un peu similaires, en fait, de digérer toute cette information, toutes les données que l'entreprise lui a communiquées dans un environnement fermé. Donc, c'est-à-dire qu'on va vraiment éviter de mettre à disposition ces informations sur des LLM ou des IA. Donc, c'est un environnement qui est sécurisé. Donc, voilà, vos 500 articles de base de connaissances ou votre FAQ va être digéré. Vous pouvez aussi lui donner des réponses types qui vont être obligatoirement utilisées comme combien ça coûte. Écoutez, je ne peux pas vous répondre, je vais vous mettre en relation avec un agent. Et vous pouvez de toute manière toujours être mis en relation avec un agent humain lorsque vous le souhaitez. Donc cet agent d'assistance, en fait, il va traiter énormément de choses. En fait, entre 50 et 90% des conversations peuvent être des problèmes de niveau 1, peuvent être résolus par cet agent. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est un agent qui ne s'arrête pas le week-end, ne fait pas la grève et a toujours le sourire. Donc c'est quand même intéressant de pouvoir éponger ces demandes de support sans avoir à saturer les équipes de niveau 2, de niveau 3 pour ce type de requête. Multicanal, donc on parlait de chatbot, mais ça marche aussi par email, sur WhatsApp, sur Facebook Messenger. On a la téléphonie qui arrive aussi pour répondre à ces demandes de support. Donc en fait, on a vraiment un support de niveau 1 qui devient quasiment automatisé et qui va permettre aux équipes de se concentrer sur les clients à plus forte valeur ajoutée, les VIP, pour leur apporter un service premium. J'ai un petit exemple. Alors, je ne sais pas si Sarah,
si tu arrives à le lancer. Mais en gros, voilà, vous avez ici un exemple chez un de nos clients qui s'appelle Smart Global. Et en fait, vous avez voilà, une question très simple qui est posée. Mais la différence, c'est que du coup, il va pouvoir gérer toutes les sémantiques autour de ces questions. Donc, si je lui demandais voilà, comment je fais pour me loguer, il va comprendre évidemment la question. Mais il va aussi m'amener à découvrir des pages de ma base de connaissances, des pages de mon site internet, sans que j'ai eu à configurer des scénarios particuliers. Donc vraiment, c'est quelque chose qui se configure de manière très simple. Là, on a un autre exemple ici, alors qui est sur, on va dire, l'environnement de test projet BAT. Mais vous avez différentes questions voilà, qui sont suggérées ici pour l'exemple. Comment puis-je poursuivre ma facturation? Comment c'est sur un ancien logiciel? Vous voyez, on rentre dans des questions qui sont quand même beaucoup plus spécifiques. Et vous voyez que, en fait, l'IA, alors c'est vraiment une interface de test. On n'est pas sur le site internet ProjetBat, mais ce petit chatbot se retrouverait sur le site internet ProjetBat. Il va puiser dans la FAQ, la base de connaissances, et il va proposer une solution. Si la personne interagit, elle va continuer la conversation. Et si au final, la réponse n'est pas trouvée, on va pouvoir basculer à nouveau sur un humain. Ça se passerait exactement de la même manière sur un email. En fait, on va vous montrer l'exemple très rapidement. Donc, si je reçois un email sur ma boîte de support partagé, en fait, l'IA va suggérer une réponse. On peut automatiser d'ailleurs l'envoi de cet email. Et en fait, l'agent valide ou pas en fait, ces réponses-là. Donc, on a des modes automatisés ou semi-automatisés qu'on peut mettre en place. Et ça fait exactement la même chose que ce qu'on vient de voir, du coup, mais sur un canal email. Donc WhatsApp, Messenger sont également gérés par HubSpot nativement. Voilà pour les exemples autour de cet agent d'assistance qui est un exemple intéressant de support automatisé. Et voilà la réponse quand même, puisque pour aller au bout de l'exemple. Donc on a ici une réponse type qui est fournie par mail. On peut changer le ton de cette réponse en lui demandant finalement de s'adapter à l'interlocuteur qu'on a en face. Et évidemment, on va pouvoir derrière lui demander de remplir un petit CSAT ou un questionnaire de satisfaction. On va pouvoir analyser le sentiment des emails et des chats qui ont été également utilisés. Donc voilà, beaucoup de choses qu'on n'a pas le temps de vous montrer aujourd'hui, mais qui permettent de mesurer la satisfaction sans avoir à passer forcément par des questionnaires de type CSAT, NPS, etc. Donc vraiment des choses qui sont super intéressantes pour adapter la qualité du service client. Hop, je vais enchaîner et terminer par cet exemple avant de passer la parole à Aircall sur ce sujet. Juste pour vous expliquer le principe, en fait, les conversations téléphoniques, ça reste quand même un des canaux prioritaires du support. On peut donc passer des appels entrants et sortants avec HubSpot, notamment grâce à des téléphonies comme Aircall, qui se connectent vraiment très facilement avec HubSpot. Et ça permet de faire beaucoup de choses comme de l'enregistrement d'appels, de la transcription d'appels automatiques et de l'analyse de conversations. Donc, on ne va pas forcément dérouler un exemple complet ici, mais vous avez une conversation qui a lieu entre un agent de support et un client. Et en fait, alors là, c'est encore une fois un exemple fictif, mais en fait, cette conversation, elle est stockée, elle est récapitulée, elle est ajoutée au contexte de ce client, évidemment. Et on va pouvoir voir tout un tas de mots-clés qui ont été abordés dans cette conversation, qui nous donnent aussi une indication du sentiment du client. Donc ça nous donne aussi des termes de support qu'on va pouvoir monitorer dans le temps. Des statistiques sur les temps d'appel et de conversation. Est-ce que la parole a été aussi répartie entre les deux interlocuteurs? Et pour le coup, des choses qui vont nous permettre de récupérer, on ne va pas vous le montrer aujourd'hui, mais on peut aller chercher dans cette conversation des choses qu'on va stocker dans le CRM comme informations structurées. Alors, pour ne pas rentrer dans trop de détails techniques,
Si j'évoque par exemple que j'ai un besoin ou un projet dans un an, les IA aujourd'hui sont capables d'aller sortir cette information, de créer un rappel dans un an pour que je pense à prendre contact avec ce client, sans que j'ai eu à stocker ou à saisir une note, une tâche ou un rappel. Donc ça, c'est vraiment voilà, la génération maintenant d'agents qui arrivent sur le marché nous permet d'aller jusque-là, donc de transformer des informations non structurées en données structurées et en tâches CRM. Pour aller un petit peu plus loin sur ce sujet, on va peut-être, alors je vais demander à Alice de me rejoindre pour parler un petit peu de ce que permet de faire Aircall, qui est vraiment un outil assez central dans les sujets de relations clients. Donc Alice, je te laisse enchaîner. Bonjour à tous. En plus, c'était une super transition sur ce qu'on voulait voir dans les prochaines slides. C'est un peu aujourd'hui vers où va la téléphonie. Donc Aircall, comme vous avez vu, c'est une solution, c'est une plateforme qui permet d'améliorer la connexion entre une entreprise et ses clients, une entreprise et ses prospects. Et aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, c'était une plateforme qui permettait d'avoir le maximum de contexte et d'être le plus juste possible dans le discours et aussi après dans les données du CRM. Avec l'IA, l'utilisation de la téléphonie change dans le sens où le relationnel reprend une place fondamentale entre une entreprise, ses prospects et ses clients. Et donc, on ne veut pas passer sur un modèle 100% automatisé, mais on veut passer sur un modèle augmenté. C'est pour ça qu'Aircall, en fait, est une plateforme de communication augmentée par l'IA. Et on a trois échelles, en fait, trois manières de travailler avec l'IA. Trois produits. Les AI-Assist, c'est un peu ce qu'on vient de voir avec Stéphane, c'est-à-dire le fait de pouvoir aller retracer les résumés, d'avoir une data la plus nette possible. Et parce que, en fait, aujourd'hui, comme tu le disais en début de présentation, la source de données devient importante parce qu'elle nous permet de faire une chose ou une autre en fonction de comment on travaille avec cette donnée. Donc en fait, il faut qu'on soit en capacité de capter ces informations. Donc disons que c'est le premier palier, et AI-Assist, de pouvoir faire des éléments de résumé, de transcription, etc. Et ensuite, on arrive dans une nouvelle ère qui a commencé, je dirais l'année dernière, à partir du moment où on a Brice qui arrive, on commence à avoir en fait l'IA qui opère au nom des entreprises. Et elle peut opérer sur deux leviers. Soit opérer en nom d'entreprise, donc par exemple à travers les agents IA, on appelle AI Voice Agents. Donc en fait, c'est le fait d'essayer de déléguer dans un premier temps. En fait, hier, j'avais une conversation avec HubSpot sur le sujet, et eux, ils ont trois différents types d'agents. Il y a prospecting agent, donc agent de prospection, agent de client, customer agents et sales agents. Et ils disaient, customer agents, c'est aujourd'hui ce qui est le plus facile à déléguer, c'est ce qu'on vend le mieux, parce que en fait, il y a un lien très fort entre le ROI et ce qu'on n'arrive pas à faire aujourd'hui. Donc les voice agents, aujourd'hui, ça répond à cette problématique très facilement. Surtout, on en parlait avec certains d'entre vous, sur le secteur immobilier ou sur le secteur retail e-commerce. Comment est-ce qu'on est en capacité de répondre à des demandes en week-end, hors de temps de travail, ou d'être plus rapide dans la réponse, d'aller collecter des données, d'aller dire où en est ma livraison, où en est mon dossier. Donc, disons, opérer au nom des agents, on va passer dans un instant. Et ensuite, on a un deuxième niveau, qui est le fait de comment est-ce qu'on arrive à ce que nos équipes soient tous des top performers. Donc, c'est le sales agents. Comment est-ce qu'on a réussi, en fait, à donner des indications à nos équipes commerciales, à nos équipes support, pour qu'ils aient une assistance en temps réel, qu'on travaille les playbooks, qui existent depuis longtemps chez HubSpot, mais en fait, on n'avait pas cette capacité de pouvoir vraiment élever les playbooks en temps réel et avec une vraie réponse. Donc, si on rentre un peu plus en détail, dans les nouveaux, je dirais, les produits phares qui sont en grande croissance aujourd'hui, les AI Voice Agents, c'est savoir que c'est un produit qui grandit à 400% quarter par quarter chez Aircall. Je pense que ça va être là, on va le normaliser. Et aujourd'hui, on travaille surtout sur un cas d'usage d'appel entrant, mais à savoir que sur cette année, on va aussi commencer à travailler des cas d'appel sortants. Mais bon, à voir aussi comment ça va être d'un point de vue législation, etc. Donc là, en fait, ça va être surtout essayer de tacler une problématique de comment est-ce que je réussis à répondre à tous mes appels. J'ai 800 appels entrants par jour, je perds des appels, je perds des demandes, je suis pas assez rapide, j'ai un SLA, je réponds trop lentement. Et là, je vais essayer d'aller rerouter les appels qui doivent vraiment être escaladés, répondre aux questions en connectant une base de connaissances sur HubSpot, d'aller rechercher des informations dans des champs HubSpot et aller les envoyer à mes agents.
Donc c'est intégrer Aircall, c'est un setup qui est no-code, ça c'est l'ADN de Aircall, et ça va aller loguer directement dans HubSpot. Et c'est là où il y a un intérêt aussi de travailler avec un intégrateur, c'est que nous, on fait le produit, le connecteur, le fait qu'on puisse créer un agent, mais c'est à des experts comme Incat de dire, voilà, vous avez Aircall depuis 1 an et demi, comment est-ce qu'on peut aller extraire ces appels, aller créer des bases de connaissances, aller les configurer dans HubSpot et aller créer le lien entre notre agent et HubSpot, et comment est-ce que, une fois que j'ai mon activité dans HubSpot, donc il va aller me retracer, qu'est-ce qui s'est passé dans l'agent, etc., je vais aller aussi faire des adaptations de ces agents. Sur la partie Assist Pro, qui est donc notre assistant en temps réel, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, pendant un appel, directement dans le workspace, qui est notre nouveau produit, donc on en a parlé avant aussi, je vais avoir un playbook qui va me donner, étape par étape, qu'est-ce qu'il faut que je confirme. Donc comment est-ce que je réussis à ce que des agents de support, des agents commerciaux soient des top performers dès le départ, et qu'on leur donne les bons outils pour travailler. Et que ce soit pas, et même, aujourd'hui, il y a des agents, j'ai adoré ce use case la semaine dernière, et des agents IA qui, en fait, ont été alimentés par des appels commerciaux pour pouvoir faire du roleplay avec des nouveaux commerciaux. Donc, en fait, ici, ce qui va se passer, c'est que je vais aller donner des indications sur mon playbook commercial, typiquement mon BANT ou ma qualification ou même d'un point de vue support, et je vais aller, avec la transcription, valider tous les points pour que l'agent, en fin du call, il se dise est-ce que j'ai bien la timeline, le budget, est-ce que c'est la bonne personne, etc., et que je puisse aller identifier typiquement aussi des projets pour le futur. Et ça, de la même manière, je vais avoir donc pendant un appel les différents éléments qu'il faut que j'aille cocher, qui se cochent automatiquement, parce que comme vous voyez ici en haut, j'ai non seulement mon playbook, mais aussi le transcript que je vais pouvoir voir et qui en fait va aller alimenter mon produit en temps réel. Et dans HubSpot, évidemment, je vais ensuite avoir l'ensemble de la conversation sur la base de templatiser, disons. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Très bien. Merci beaucoup. On voulait enchaîner alors avec le retour d'expérience du coup de Réhouven. Je ne sais pas si tu peux nous rejoindre du coup. J'ai encore pas ton prénom. Réhouven, donc les clients HubSpot et Aircall. Et du coup, alors je ne sais pas si tu avais bien sûr. Question, l'idée est de pouvoir voir aussi avec Réhouven qui travaille avec Aircall et notamment aussi avec Laure qui est là avec nous, d'essayer de comprendre pour toi, par exemple, dans un premier temps, comment est-ce que vous avez identifié un besoin de téléphonie et pourquoi est-ce que vous avez commencé avec Aircall dans un premier temps? Et nous le premier sujet, en fait, quand on a lancé la boîte, on a tout de suite pris HubSpot, sans partenaire. Et ça a été, j'ai pas de part chez Amicat, mais ça a été l'enfer sur Terre. Et en fait, quand on a pris HubSpot sur les sujets, on a de l'appel entrant, de l'appel sortant, on avait un vrai sujet de traçabilité de l'information. Il y a un appel qui a été effectué, et où est-ce qu'on sait ce qui s'est dit, comment ça s'est dit, si après on a un sujet de litige, etc., où est-ce qu'on stocke l'info. Et c'était pas problématique au départ parce que les premiers utilisateurs, c'était nous, les cofondateurs. Donc on avait un indice de confiance aussi qui était très fort les uns envers les autres. Mais quand on s'est mis à avoir des collaborateurs, il fallait qu'on puisse avoir dans le CRM l'historique des conversations, ce qui s'est passé, le volume d'appels, est-ce qu'il y a eu un appel pour pouvoir monitorer les relances. Il a fallu prendre une solution. Et moi, je suis partisan de... on prend les trucs qui sont top of mind partout, donc je pousse Alan, Payfit, Aircall, enfin tous les trucs plutôt évidents dans chaque domaine. On a pris Aircall et c'est vrai que ça nous a permis de pouvoir scale de façon assez fluide sur l'activité et c'était hyper bien intégré avec HubSpot. Donc, c'est un besoin de recopiler ces informations, de pouvoir aussi backup en cas de litige. Et quand tu as choisi Aircall, comment s'est passé cette peine? Tu parlais justement de l'onboarding HubSpot. Comment s'est passée ta phase de mise en place? C'est-à-dire quand tu peux te dire, voilà, je change une téléphonie classique à une téléphonie intégrée. C'est quoi un peu le coût de temps d'implémentation? En fait, l'avantage d'Aircall, contrairement à HubSpot, parce que HubSpot, le produit est hyper complexe. Il y en a de partout. Je fais ta pub, parce que du coup, il faut un accompagnement. Non, mais dans HubSpot, il y en a partout. Les ventes, le support, le truc. Aircall, c'est entre guillemets un monoproduit. Et c'est des fonctions de téléphonie qui sont très marquées. Donc, c'était pas très compliqué à prendre en main. On a eu très vite un accompagnement onboarding. Et je crois pas que c'était Laure tout de suite. Je crois qu'on a eu quelqu'un d'autre. Et après on a eu Laure.
mais l'accompagnement était assez fluide. Et puis là, l'avantage, c'est que quand on avait fait le setup pour une personne, en réalité, on l'avait fait pour tout le monde, parce qu'on avait juste à dupliquer le setup de réception des appels. Donc, c'était facile à prendre en main. Et la connexion avec HubSpot, c'est 3 clics, intégration, connecté, merci, au revoir. Ouais, disons que c'était quelque chose de facile à mettre en place. En quoi est-ce que pour toi, ça a été même je dirais, un levier de croissance, parce qu'on avait pas mal grandi sur cette dernière année? Bah, pour nous, la simplicité, c'était un critère, parce qu'on est passé de 4 à 40, et on n'avait pas les moyens humains, temporels, de dédier énormément de ressources au déploiement des SaaS dont nous, on allait être clients. Donc il fallait que ce soit facile à déployer, facile à utiliser pour les clients, pour nos utilisateurs, pour les commerciaux, le support, etc. Et c'est là où Aircall, en 3 clics, on achète. Le seul truc qui est un peu compliqué pour nous, c'est d'acheter des numéros étrangers. Parce que ça, c'est la réglementation. C'est pas, on demande le cabis, etc. Donc, on n'a pas encore de filiale en Belgique, en Luxembourg, etc. Mais il faut trouver des petits moyens de. Il faut trouver des petits moyens. Il faut trouver des moyens de contourner un peu ces problématiques-là. Mais sinon, dans le setup, c'est fluide. Et puis la partie répartition des appels. Nous, on a un mode de fonctionnement qui est un peu particulier. Les équipes commerciales, par exemple, elles n'ont pas toutes nourri avec la même qualité de lead. Il y a des leads qui sont de plus ou moins bonne qualité. Les top performers ont les leads de meilleure qualité, ce qui pousse les moins bons à aller vers les top performers ou à quitter l'entreprise. Et sur la partie standard téléphonique, par exemple, ça tombe aussi en priorité. Là, le dispatch, il était assez facile à faire. En priorité chez les meilleurs commerciaux. S'ils ne répondent pas, ça va chez les autres. Et ce qui pousse les meilleurs commerciaux à ne pas louper les meilleurs leads. Parce que l'appel entrant, on a 80% de taux de conversion sur les appels entrants, donc les mecs qui savent que ça va signer. Et les autres, ça les pousse à remonter la chaîne. Et puis, intéressant, tu as fait même on fait, oui. Et nous, on route vers nos agents IA téléphoniques sur la partie transfert quand ils ne répondent pas. Tout est bien backé. Il faudra qu'on. Oui, à la limite, j'allais te dire, potentiellement, ça peut être intéressant que tu expliques un peu ce que tu fais. Ouais, nous, on commercialise des agents d'intelligence artificielle. L'idée, c'est d'être un espèce de one-stop shop de l'IA. Et donc, on a des agents téléphonie, support, prospection LinkedIn, réseaux sociaux, etc. Et parce qu'on est un one-stop shop et qu'on fait un play qui est horizontal, on va jamais aussi deep qu'un pure player qui fait quelque chose de très vertical dans son domaine. Typiquement, sur la téléphonie en IA, on n'ira jamais aussi loin que Aircall ou que d'autres SaaS qui font que de la téléphonie en IA parce qu'ils ont dit nous c'est notre métier, on fait que ça. Donc nous on vient couvrir les fonctionnalités les plus répandues. Et donc par exemple sur la partie IA téléphonique, on a de l'appel entrant qui permet de faire du transfert d'appel, on peut l'entraîner sur des bases de connaissances, mais on ne fera jamais le Assist Pro. Donc nous on serait client du reste, personne ne nous a upsell là-dessus, je suis très vexé. Mais on va s'en occuper tout de suite. le Assist Pro, nous on serait client d'un truc comme ça, mais ça on ne le développera jamais, nous pour nos clients, parce qu'il n'y a pas de cas d'usage. Nos clients à nous c'est principalement des petites TPE, et la TPE qui a moins de 10 collaborateurs. On faudra qu'on se parle, on a beaucoup de clients projet BAT aussi, mais la petite TPE qui a moins de 10 collaborateurs, elle n'a pas ces use cases-là, c'est de coaching en IA, etc. Le playbook, de structuration d'un playbook, ça commence à quand même à concerner des boîtes de taille un peu importante. Et tu parlais par exemple du routage intelligent sur la base des commerciaux et notamment de l'intégration avec HubSpot. Aujourd'hui, c'est quoi pour toi les bons plays de l'intégration à la téléphonie, même d'autres outils que tu utilises avec HubSpot? En fait, moi ce que j'aime beaucoup chez HubSpot, c'est ce côté en fait, très 360. C'est-à-dire tous les outils qu'on utilise sont tous connectables à HubSpot. On utilise, vu qu'il y a Slack qui essayait de rejoindre la présentation, mais Slack c'est connectable, Aircall c'est connectable, la suite Google Environnement c'est également connecté. Donc c'est un confort pour nous d'utiliser un CRM où tout est déjà là, plutôt que des solutions où en fait on nous dit le connecteur il va venir et puis en fait 2 ans après on l'attend toujours, et ça c'est quelque chose qui nous a beaucoup frustrés par le passé, même dans d'autres expériences. Donc ça c'est une notion de confort. Et dans la partie routage, des choses qu'on utilise aussi, c'est que quand l'appel arrive par exemple chez nous, il arrive au standard, une fois sur 2 c'est un client, une fois sur 2 c'est un prospect. Donc quand c'est un prospect, c'est le sales qui le gère. C'est pour ça que ça sonne d'abord chez les sales, parce qu'on essaie de maximiser l'opportunité commerciale.
Le sales, il repère que c'est un client, il transfère, et là, ça va au SAV qui, lui, va gérer la suite de l'interaction. Parce qu'aujourd'hui, en fait, tu n'as pas seulement les équipes commerciales, mais tu as toutes les équipes qui sont équipées de téléphonie intégrée. Ouais, et tout le monde a, on a tous la téléphonie, on est 40, les 40 sont sur Aircall. Pour des raisons de législation, on a aussi d'autres solutions de téléphonie pour couvrir des use cases à l'étranger qu'on ne sait pas couvrir parce qu'on n'a pas d'entité, etc. Mais on est tous clients et donc ça permet d'avoir ce dispatch comme ça, soit automatique, soit manuel, de façon un peu comme on avait à l'ancienne sur les combinés, on tapait 102 et puis ça allait dans le bureau d'à côté. Il y a la même mécanique, en plus facile, mais la même mécanique sur Aircall. Et tu parlais aussi du fait que tu utilisais Aircall comme un peu un tierce de confiance, le fait de comment est-ce que ça s'articule et dans quel use case est-ce que tu le vois? En gros, quand les clients appellent, ils ont le message automatique qui dit l'appel est enregistré à des fins de formation, etc. Bon, les fins de formation, c'est vrai aussi, mais nous, le sujet, c'est aussi de pouvoir garantir, parce qu'on a des clients, on a eu le cas ce matin, par exemple, on engage nos clients sur on engage une partie de nos clients sur 3 ou 5 ans. Okay. Il y a une cliente là qu'on a engagée sur 5 ans, elle dit non, moi, vous m'aviez engagé sur 3 ans. J'ai signé le contrat, mais ça ne va pas, j'ai relu. Ça, je pense que c'est tout le monde. Et à ce moment-là, arrive l'enregistrement. C'est 5 ans et vous l'avez. Vous avez dit 60 mois, on y va. Après, si 60 mois, si elle a des années de 20 mois, moi, j'y peux rien. Mais en tout cas, 60 mois, c'était 5 ans, c'est ce qu'il y avait dans son contrat. Et le fait d'avoir accès à cette information, que l'information elle soit stockée, stockée et accessible sur HubSpot de façon facile, c'est un confort d'usage qui est très fort. Et ça, pour nous, ça a beaucoup de valeur. Et puis le côté un peu, il y a l'application. Alors, on n'a pas encore on n'a pas fait bon levier, je pense encore, du Workspace Aircall. On se sert encore de l'extension Chrome et de l'application mobile. Ouais, vous aussi? Ouais. Je l'ai vu, mais j'ai pas tout compris. Non, c'est l'onboarding. Je sais pas qui recrute là-bas. Ah, t'inquiète. Non, mais on n'a pas encore fait le bon levier, je pense, du Workspace. Ouais. On le fera quand on aura le Assist Pro. Et si j'ai pas un mois gratuit sur le Assist Pro, franchement, franchement, c'est dur. Jamais tu me dis que t'as ouais, un mois supplémentaire. Non, mais c'est le bon. Pour nous, c'est le cas d'usage, parfait. C'est-à-dire tout est backé de la bonne façon et cette accessibilité-là, elle est vraiment importante pour l'entreprise parce que nous, on reçoit à peu près entre 4 et 500 leads par jour. Et les équipes, tout doit aller vite. Nous, on fait un métier d'épicier, on n'est pas sur des cycles longs où on vend des licences à 200 000 € l'année. Si on en vend une tous les trimestres, on est content. Nous, on vend des abonnements à 60, 80 balles par mois. Donc, en fait, pour faire du chiffre, il faut qu'il y ait du volume. Et pour qu'il y ait du volume, il faut que tout soit simple, facile, fluide, easy to use à tous les niveaux, quoi. Okay. Il y a juste un truc, pour intervenir, moi que j'aime beaucoup chez Aircall. Pour moi, c'était vraiment la chose qui m'a fait prendre la solution. Il y avait aussi Adin Glover qui disait ça, pour être d'accord. Voilà. Mais en fait, c'est le fait qu'on appelle et avant même de décrocher, on peut sélectionner. En fait, on voit le client s'il est déjà dans la base de données, bien sûr. On peut accéder à sa fiche, le téléphone sonne encore, on accède à sa fiche, on a tout ça, on a tout truc. Et quand on prend l'appel, on a la capacité tout de suite de dire bonjour Monsieur Martin, etc. Et ça, perception client, c'est énorme. Oui, c'est vrai. Je suis d'accord. Ouais. La remontée de fiches, et je pense que c'est un des éléments de... Mais ça, on est bien d'accord que c'est parce que c'est connecté à HubSpot. Oui. C'est Aircall tout seul qui... Non, c'est si. La connexion des c'est Je cherche pas moi. Oui, c'est ça. Il va y avoir un spiff à la fin du... Super, je voulais juste aussi... Je pense qu'il y a beaucoup de questions que j'avais que tu as répondu, mais donc je suis désolé. Non, c'est bien, très bien. Je voudrais bien avoir ton approche sur, tu en as un peu parlé, mais je pense que aussi avec ton expertise c'est intéressant. Quelle est ton approche sur l'IA, sur l'utilisation de ces outils et sur son application dans HubSpot? C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a des outils qui sont de cette manière et qu'on utilise comme ça dans HubSpot, mais dans un an, comment est-ce que tu voudrais travailler et comment ça impacterait la productivité de tes équipes? Moi, je fais partie de moi, je le vois d'une façon optimiste. Ouais. Certains pensent que ce que je vais dire est très pessimiste. Et déjà, la première question que je pose, c'est est-ce que dans un an, on travaille encore? L'avenir du travail, le travail à l'échelle de l'humanité, c'est assez récent.
Avant, les gens cultivaient pour eux, mais la notion de service, etc., c'est vraiment très récent. Est-ce que ça a vocation à durer? Je ne sais pas. Quand je vois ce que sont capables de faire les IA aujourd'hui, c'est une question que je pense légitime. Et aujourd'hui, dans l'usage qu'on a de l'IA, en tout cas l'approche qu'on a chez Limoval, assez proche de l'approche de Aircall, de dire c'est pas là pour remplacer les gens, c'est là pour redonner de la valeur, optimiser le travail en se disant chacun quel est le cœur business de l'activité. Le cœur business, focalisez-vous dessus, c'est là où vous créez de la valeur. Et c'est là où on espère que vous allez en créer le plus longtemps possible. Et tout le reste, qui sont des fonctions support, ça doit être confié à de l'IA et le changement, ça fait peur. Donc, il ne faut pas tout faire d'un coup. On commence avec un truc, on dit j'ai fait mon standard téléphonique, j'ai démarré avec ça. Puis après, je ferai ma prospection. Et puis après, je ferai mon drive. Et après, puis on vient rajouter des briques. Mais c'est vrai que la brique la plus évidente, c'est celle du service support. Les chatbots, ça fait des années qu'ils sont là. Sur la partie téléphonie, on a tous vécu la catastrophe des répondeurs automatisés, taper 1, taper 2, des réponses automatiques, etc. C'était l'enfer. Nous, on a d'excellents retours sur la téléphonie en IA, en appel entrant, parce que les gens préfèrent être pris en charge plutôt que d'être envoyés vers des répondeurs. Sur la partie appel sortant, je pense que le marché a encore besoin d'être un petit peu éduqué, mais ça va dans le bon sens. Et ça peut aussi être du sortant, un peu comme dans l'entrant, c'est-à-dire du sortant, plus de notifications, pas forcément de la prospection. Ouais, nous on a des clients, ce sont des sociétés de recouvrement. Et quand c'est du recouvrement, a priori, quand on dit vous devez, les gens ils écoutent quand même. C'est pas, ils raccrochent pas. Mais on a aussi des clients qui sont des assureurs ou des boîtes dans les énergies renouvelables. Et quand on vous appelle pour vous dire vous êtes propriétaire, il y a des aides, là, l'appel il dure 8 secondes, c'est un max. Donc sur la partie appel sortant, je pense que les cas d'usage ils sont à couvrir en fonction des business. Moi, ma reco de ce côté-là, c'est l'entrant et puis l'opérationnel. Voilà, du quotidien. La prospection LinkedIn, c'est a priori un b.a.-ba, quasiment tout secteur confondu. Les réseaux sociaux, tous ces trucs-là où en fait, la plupart en France, il y a 4,9 millions d'entreprises et 4,8 c'est des TPE. Donc le marché, c'est des petites boîtes. Et les petites boîtes, elles n'ont pas les moyens d'embaucher du freelance, elles n'ont pas les moyens de sous-traiter ou d'embaucher des salariés, on va prendre un mi-temps, etc. Combien ça va coûter? Donc quand on a la chance d'avoir des logiciels, on va dire entre 30 euros, 20, 30 euros par utilisateur et même 100, 150 par utilisateur, en fait la licence HubSpot à 100 euros, nous elle est hyper bien amortie. Parce qu'on fait un tel levier que la licence Sales, la licence Service, en fait, si on devait faire ça à la main, ou si on devait faire ça avec d'autres outils, il nous faudrait 4 outils pour faire ce que HubSpot fait en un, ce serait l'enfer et il y aurait de l'information partout. Donc moi faisons levier des SaaS et après l'avenir nous dira si dans un an on bosse. Ouais, c'est ça. À l'année prochaine, on verra. Ouais, si c'est nos agents. Merci beaucoup pour ton témoignage. Merci, avec plaisir. On va terminer par un autre témoignage. Alors du coup, Élodie et Charles, peut-être que vous pouvez peut-être me rejoindre. Donc Élodie et Charles représentent Projet BAT. Je vais vous laisser peut-être présenter la société et il n'y a plus de micro, donc vous pouvez y aller direct. Alors nous, effectivement, alors Projet BAT, alors pour juste remettre quand même, notre entreprise c'est TSL Business. Projet BAT c'est notre logiciel, un de nos logiciels, et nous on est éditeur de logiciels donc d'ERP pour les entreprises du BTP. Et donc on s'adresse à la micro-entreprise et la PME. Donc nous aussi on a principalement de la TPE. Et voilà, donc on fait ça et nous on s'occupe pour faire simple comme ça, je te présente aussi, on s'occupe du commercial et du marketing chez TSL Business. Voilà. Donc nous, quand on a rencontré Élodie et Charles, c'était il y a 8 mois, quelque chose comme ça. À Sofia, on a fait un petit événement autour de l'IA et de HubSpot. Et voilà, nous, on a tout de suite compris que vous étiez, on va dire, un client idéal pour ce type de techno, parce que entreprise familiale, malgré tout, qui est en train de subir une forte croissance, devient un petit peu la référence dans son domaine aussi. Vraiment, je vous engage à aller voir ce que fait Projet BAT, parce que c'est assez bluffant. Mais qui se dote en fait d'outils qui lui permettent d'avoir des services et de la relation client à l'échelle de la meilleure classe, on va dire, nationale et mondiale. Donc en fait, c'est un peu le point de départ et la première question que je voudrais vous poser, hein, c'est que quand on s'est rencontrés, je sais que vous aviez
alors déjà un petit peu rodé autour d'HubSpot, mais vous aviez surtout plein d'outils un peu dispersés. Donc, est-ce que ça a été ça le point de départ de votre réflexion, de passer sur un CRM comme HubSpot, ou est-ce qu'il y avait d'autres raisons? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que effectivement, on a eu une croissance. Nous, ça fait longtemps qu'on existe, ça fait 13 ans. Mais on a mis beaucoup de temps à démarrer parce qu'on s'est lancé dans du SaaS il y a 13 ans, c'est-à-dire que tout le monde nous regardait avec des yeux comme ça en disant ça n'arrivera jamais. Encore plus avec le BTP où tout le monde nous a dit ouais non mais attends, les mecs du BTP ils vont jamais te faire confiance. Bon, nous on a eu confiance en eux, on a eu raison. Et en fait on a eu une croissance qui s'est accélérée très très vite dans les dernières années, on va dire les 3 dernières années. Et donc, il a fallu se structurer, il a fallu mettre en place des process. Donc, on a pris ce qu'on avait un peu sous la main à ce moment-là. Et donc, on s'est retrouvé avec plein d'outils pour faire plein de choses. Et là, on est arrivé à un moment où il a fallu qu'on gère encore plus de clients parce il y a des réglementations qui vont arriver en France sur la facturation. Voilà, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, vous êtes tous concernés. et donc, forcément, nous, on s'est dit, là, on sait qu'on va faire face à un volume important de prospects à traiter. Et clairement, avec les outils qu'on a, on ne pourra pas. Et pour être honnête, moi, j'avais très peur. Pourtant, je suis pro-changement, mais là, je me suis dit, changer tous les outils qu'on a ou qu'on arrive à peu près à maîtriser, comment on va faire? Et Charles m'a traîné dans une conférence. m'a traîné en juin à venir voir MI4. Ouais, parce que du coup, moi, pour la petite histoire, effectivement, pour compléter un petit peu ce que dit Élodie, ça fait 2 ans que je suis arrivé chez TSL, un peu plus maintenant. Et ça fait un an et demi maintenant que je suis vraiment dans l'équipe marketing. Et depuis ma prise de poste, enfin même depuis mon arrivée vraiment chez TSL, j'avais déjà cette idée de nous pousser un peu plus, nous aider à croître hein, et avec des bons outils, etc. Et donc quand je suis arrivé vraiment dans l'équipe marketing, j'avais déjà HubSpot en tête, etc. Et je m'étais dit non, enfin c'est vraiment trop, enfin c'est un gros projet, c'est un gros chantier. C'était un peu un rêve en fait, hein, en fin de compte, parce que nous de notre côté on avait nos outils maison, etc., notre CRM maison, notre ERP, etc. Donc c'était un peu une galère, beaucoup de ressaisies, beaucoup d'informations éparpillées, beaucoup d'outils en fait et qui communiquaient pas entre eux. Et il y avait un peu une cassure entre les équipes où il y avait de l'information qui n'était pas fluide, de la transmission d'informations. Enfin, qui se perdait, pas mal de ressaisies manuelles, etc. Notamment aussi dans les appels, on n'avait pas de transcription d'appels. On n'avait pas beaucoup de téléphonie. Voilà. Ça vient aussi sur les 52% hein, de la première slide où on avait une solution de téléphonie qui ne nous correspondait plus, qui était assez complexe aussi. Bref, on est du coup passé sur Aircall. Mais du coup, voilà, j'avais vraiment cette idée, cette vision, cette ambition en tout cas d'essayer de simplifier en fait tous nos process. Ce rêve hein, aussi, pour reprendre le mot, c'était vraiment un rêve parce que ça me semblait en tout cas inatteignable parce que c'était un très gros chantier. Et justement, par pur hasard, un jour j'ai reçu un mail MI4. On s'est rendu du coup à la conférence où j'ai traîné Élodie en disant non, viens, faut qu'on parle CRM, faut qu'on essaye de changer les choses, au moins d'avoir une vision sur ce qui est possible sans se lancer forcément directement. Et en échangeant, enfin déjà en écoutant la conférence qui était déjà très très intéressante et qui nous en avait mis un petit peu plein les yeux, faut être honnête, dans les différents cas d'usage, etc. Après on a discuté avec Stéphane, les différentes équipes MI4, on a cadré le projet et on s'est dit ouais, ok c'est faisable, mais il faut qu'on se fasse accompagner parce que c'est quand même un très gros chantier. Et il y avait un peu ce blocage là où on ne pouvait pas du tout se lancer tout seul. En plus avec les 13 ans d'ancienneté, toutes les infos qu'il y avait à rattraper, à transférer, etc. Donc ça faisait peur vraiment. Ouais, je pense que c'était un peu la question que je voulais te poser. Vous avez choisi de vous faire accompagner par un intégrateur, à savoir MI4 sur ce sujet. Qu'est-ce qui vous a poussé à le faire? Parce que certains sont plus geeks et plus matures digitalement et parfois arrivent à mettre en place HubSpot tout seul. Et dans ces cas-là, c'est très bien. Mais là, il y avait un besoin peut-être d'intégration à votre système d'information qui était peut-être plus évolué. Ouais, là, il y avait
vraiment deux sujets. Alors, vous avez compris qu'on était un peu opposés sur ce sujet. Mais non, mais en fait, moi, j'avais une première problématique, c'était d'embarquer les équipes. Parce qu'on ne sait pas créer, par rapport à ce que disait mon frère de Limova, on ne sait pas créer en se disant on va créer la boîte avec HubSpot. Nous, ça faisait un moment qu'on existait, et donc on avait aussi des équipes qui avaient l'habitude d'utiliser ces outils, même si ce n'était pas optimal. Et donc là, moi, j'avais première crainte vraiment, embarquer les équipes sur plein de nouveaux outils. Enfin, plein de nouveaux outils. En tout cas, un nouveau avec plein de choses. Et la deuxième crainte, effectivement, que j'avais, c'était... mais où est-ce qu'on va trouver le temps? Enfin, on est déjà sous l'eau. Donc mettre en place ça, effectivement, synchroniser, absolument perdre aucune donnée de l'historique. Voilà, on s'est dit, je ne sais pas trop comment faire. Et puis, effectivement, Charles m'a dit, voilà, non, mais on va se faire accompagner par un intégrateur. Et donc, effectivement, voilà, on a fait confiance et je pense que c'était la bonne solution chez nous. On n'aurait clairement pas pu le faire. Ouais, ça, je ne fais pas de pub forcément M4, mais il y a... à agréger, à importer. Et donc, alors c'est vraiment, le projet est encore en cours, hein, pour être transparent. Je crois que vous sortez tout juste d'une formation hier avec votre chef de projet. Mais est-ce que concrètement, est-ce que vous voyez des choses qui se mettent en place chez vous, notamment au niveau du support, qui vont vous faciliter la vie? Alors, il y a deux choses. Alors, on a pris Aircall aussi en même temps, en fait. On s'est lancé, on a tout pris. On a pris tous les on s'est dit quitte à changer, autant y aller, franchement. Voilà, bon, je ne suis pas sûre que c'était la bonne chose à faire d'un coup. On y reviendra peut-être, mais en tout cas, on a tout lancé d'un coup. Et donc, les premières choses qu'on a mis en place, effectivement, c'est Aircall. Ça nous a changé la vie. Et au niveau des appels entrants plutôt commercial, mais au niveau aussi du support, même si on en fait très peu, on fait après beaucoup de ticketing. Mais ça, c'était vraiment quelque chose qui nous a changé la vie, la première chose vraiment à mettre en place. Et puis après, on a vu en fait tout de suite les avantages plutôt au niveau market. C'est la première chose qu'on a pu mettre en place. Et ça a été aussi quand même quelque chose qu'on a pu expérimenter facilement et qui nous a aussi un peu changé la vie parce qu'on avait aussi plein d'outils différents. C'est vrai, initialement, quand je reprends un peu l'historique, mais quand je suis arrivé dans le TSL, le marketing se mettait en place petit à petit, hein, comme l'a dit Elodie tout à l'heure, où il y a eu une période où c'était un peu flou, on va dire, et donc il y a déjà eu une structuration à faire. Et là, depuis effectivement la mise en place de HubSpot, j'allais dire Aircall, mais aussi, hein, ça correspond, mais depuis la mise en place HubSpot, c'est vraiment la première chose qu'on a passé dessus, c'est la partie marketing avec la gestion des campagnes. Enfin, vraiment, il y a toute une centralisation de plein d'outils qu'on utilisait déjà pour le marketing, sur des webinaires aussi, parce que nous, on fait beaucoup de webinaires et c'est des formats très appréciés par nos clients. Voilà, ça nous permet d'avoir un contact direct, etc. Et du coup, il y avait les questions qui étaient posées pendant le webinaire qui ne remontaient pas forcément dans les outils qu'on avait, etc. Donc là, même pendant les webinaires, les questions qui sont posées par les viewers remontent aussi dans HubSpot, les réponses aux sondages, etc. Donc c'est vraiment une grosse plateforme de centralisation et ouais, c'est vraiment un gain de temps considérable. Et là, petit à petit, effectivement, comme dit Stéphane, on est vraiment dans la phase de lancement. Là, on est sur la fin du projet, hein, pour rien vous cacher, on a eu nos équipes qui ont eu, les dernières équipes qui ont eu la formation hier, donc c'est tout frais, mais voilà, ils sont ressortis de là avec de l'espoir et en disant ouais, on va y aller, quoi. Et j'avoue aussi que quand on a accepté de venir faire le témoignage, on n'avait pas eu encore la formation de toutes les équipes et notamment de l'équipe commerciale qui me tendait le plus parce que forcément c'était l'équipe qu'il fallait engager. Et je me suis dit, ok, je ne sais pas comment ça va se passer, même si j'ai confiance en Emilien, notre chef de projet, mais voilà, je ne savais pas comment ça allait se passer. Et là, je peux vous le dire plus sereinement que ça s'est bien passé. et qu'effectivement, les équipes, elles ont, jusqu'à maintenant, on leur a beaucoup parlé, mais ce n'était pas du tout concret. Et là, le fait, effectivement, de voir les choses, elles se sont dit, ok, en fait, on peut faire plein de choses. Maintenant, il va falloir qu'on déploie. Et voilà, il y a encore le projet là, avec M4 arrive à sa fin. Le projet chez TSL ne fait que débuter. Mais voilà, il y a plein de choses. Mais c'est clairement un plus pour TSL. Et c'est quand même un gros chantier, puisque pour faire écho à ce que disait Elodie tout à l'heure, on passe en même temps sur HubSpot, on a passé Aircall, etc. Où en fait, on a embarqué plein de choses. Hein, c'était plus un backlog, là, on s'y retrouvait plus, là, mais là, petit à petit, vraiment, on y voit clair. Mais ce qu'il y a, c'est que surtout, nous, on s'est dit, on prend tout d'un coup, on embarque tout d'un coup.
forcément en le redétaillant un petit peu par la suite, mais on est passé sur les différents hubs de Spot. Autant la partie marketing, comme je le disais tout à l'heure, la partie sales, la partie support, la partie commerce. Donc enfin voilà, on a vraiment un ensemble qu'on passe comme ça. Et voilà. Non, vous n'avez pas fait les choses à moitié. C'est vrai que pour le coup, alors en général, on essaie de phaser ou saucissonner un petit peu le projet pour que les équipes aient le temps d'être embarquées. Parce que ce n'est pas tant un challenge technologique qu'un challenge, c'est peut-être aussi le cas chez vous, c'est un challenge souvent humain, c'est-à-dire d'embarquement, de formation, de transformation digitale. Donc voilà, on essaie enfin, c'est aussi pour ça qu'on est là, c'est-à-dire qu'on est organisme de formation et on essaie d'accompagner nos clients dans cette transfo. Et juste pour terminer sur une dernière question, au niveau de l'IA, parce qu'on est un peu dans ces sujets-là, est-ce qu'il y a des choses qui voilà, sont utilisées chez ProjetBat au quotidien et qui changent un peu votre vie, dont des outils HubSpot et Aircall peut-être? Alors effectivement, donc, au début, nous, avant HubSpot, sur notre outil de ticketing maison, hein, donc tout était fait en interne, on avait essayé d'intégrer nous aussi un chatbot avec notre base de connaissances qui était aussi sur un autre outil. On avait 15 milliards d'outils, je le rappelle, et ça ne marchait pas. Et donc en fait, nous, alors pour le coup, on a une plus-value chez ProjetBat, le service client, c'est vraiment la base. Donc on ne veut pas et on ne le fera pas, on passera pas sur. On ne veut pas que le client soit en contact avec du chatbot parce que clairement c'est notre force. Par contre, on voulait que nos équipes puissent avoir accès effectivement à de l'IA pour mieux performer. Et donc on avait essayé de mettre ça en place et ça ne marchait pas. Les équipes n'ont absolument pas adhéré du tout à l'idée d'utiliser de l'IA. Et donc, on s'était dit, je ne sais pas trop comment ça va se passer avec HubSpot, parce qu'il y avait plein de choses, nous, on était hyper emballés. Et bien, ils sont hyper emballés, en fait, parce que c'est beaucoup mieux présenté, c'est beaucoup plus performant. Et c'est intégré, voilà. Et en fait, ils n'ont pas l'effort d'aller ailleurs pour avoir leur réponse. En fait, ça leur arrive dessus, en fait, clairement. Et donc, du coup, là, ils sont hyper emballés, ils vont l'utiliser. Et nous aussi, par contre, on l'utilise déjà côté market, pour le coup. C'est que le début de l'aventure, hein, je peux vous dire. Mais bon, c'est vrai que, je pense que vous avez résumé tout ça, c'est que en fait, ce n'est pas forcément des outils qui, pris isolément, sont plus puissants que d'autres, mais le fait qu'ils soient intégrés et qu'ils convergent vers une seule interface, c'est ce qui rend le travail au quotidien plus simple. Hein. Puis, si je peux juste préciser une dernière chose sur juste la centralisation aussi, parce que on n'a pas trop parlé, et peut-être que dans la salle, ça peut, ceux qui ne sont pas encore lancés là-dessus, nous finalement, on avait beaucoup d'outils, et donc ça nous coûtait très cher, parce que les licences individuellement n'étaient pas chères, mais quand on additionnait, ça faisait quand même un budget, et forcément, quand on voit les licences parfois d'HubSpot, on se dit c'est un budget, etc. Mais en fait, nous, là, finalement, on s'en rend compte. Alors, on en avait parlé et je m'étais dit, ouais, un peu petit pot, voilà. Et en fait, non, alors vraiment. Et donc, du coup, je vous le dis, c'est pas petit pot. En fait, on a finalement un gap d'une centaine d'euros par mois, tout outil confondu. Par contre, avec des fonctionnalités où là, le gap est bien plus important. Donc, au final, voilà, c'est pas un investissement si important que ça. Vu qu'on peut centraliser énormément d'outils. Et ça, je trouve que c'était important de vous le dire, je trouvais en tout cas. Parce que, et c'est vrai que voilà, on s'en rend pas compte, mais quand on prend des petites licences par-ci par-là, en fait, quand on regarde tout ce qui est centralisé en 2 outils, finalement, ça marche bien. Et juste avant de vous laisser repartir, qu'est-ce que vous auriez un conseil à donner à l'audience ici qui hésite à se lancer ou quelque chose que vous ferez différemment? Pas tous les hubs d'un coup. Sauf si vous avez une équipe qui peut être dédiée à ça, parce que du coup, là, ça prend quand même du temps. Et je pense qu'effectivement, le seul conseil, c'est de dire séparer peut-être les hubs et vous faire accompagner. J'ai un conseil du coup, faire accompagner quand même. En tout cas, même si c'est notre métier pour le coup, qu'on a une équipe de dev, etc. C'est pas tant techniquement si, il y a des petites choses techniques, mais c'est pas tant techniquement, mais c'est effectivement le fait de structurer le projet, le fait de prendre du temps en fait pour le faire, et donc être accompagné, ça me permet de déléguer ça, et donc je trouve que c'est quand même pas mal. Il y a surtout la première phase, le cadrage. Oui, le cadrage, déjà, important. on a pu vraiment exprimer tous nos besoins, et les équipes MI4 ont vraiment pu structurer en fait, en disant ok, vous avez tel besoin, mais du coup il va falloir mettre ça en place de telle manière, etc. Donc on avait vraiment eu ce guide-là qui était indispensable en fait.
J'avais 2 petites questions avant qu'ils partent. Allez. Vous avez dit que c'est à peu près 8 mois d'intégration, c'est ça? Nous, c'est ce qu'on a mis. Alors, on a commencé. Enfin, non, on a commencé en juin. Enfin, on s'est rencontrés en juin. Je crois qu'on a commencé le cadrage en septembre, si je dis pas de bêtises. Et là, on termine. Enfin, le point d'arrêt du projet, c'est le 23 là. Et du coup, c'est une équipe de combien de personnes qui sont. Enfin, je veux dire, utilisateurs. Ah, utilisateurs, on est. Parce que j'imagine que le temps d'intégration dépend aussi de la structure de vente, Je suis pas de sûre. la population utilisatrice. C'est un paramètre. C'est pas. Mais ouais, ça dépend des process aussi que vous avez déjà établis, je pense. Enfin, parce que nous, on a aussi en même temps revu certains de nos process, etc. Donc, Oui, c'est ça. Mais on va être. On est 15, je crois, à utiliser HubSpot vraiment au quotidien. Après, il y en a c'est plus anecdotique. Mais pour le coup, je ne suis pas sûre que. Alors, l'embarquement des équipes, enfin, nous, en tout cas, chez nous, ça n'a pas été. Qu'on embarque une équipe de 2 ou de 5 chez nous, ça n'a pas été une grosse différence. Par contre, après, il faut, et ça, je pense que c'est important, d'avoir des gens dédiés au projet. Donc, nous, on s'est lancés tous les deux, plus Charles, du coup, vous avez compris, qui était plus intéressé. Mais voilà, ça, c'est important, par contre, d'avoir quelqu'un de dédié au projet, parce que ça prend du temps, il faut réfléchir à plein de choses, et il faut avoir quelqu'un qui arrive à prendre aussi du recul sur le fonctionnement global de l'entreprise. Et deuxième petite question, l'engagement de la DSI interne vis-à-vis de ce travail-là. Donc, à quel niveau les juger? Est-ce que c'est très important? Est-ce qu'il faut dédier une charge interne de la DSI sur ce projet-là? Est-ce que c'est complètement sous-traité? Ça va dépendre, je pense, de ce que vous voulez intégrer, j'imagine. Enfin, là, c'est Oui, pour répondre en partie là-dessus, ça dépend vraiment du niveau d'intégration qu'on fait avec le système d'information. Typiquement, si on va s'intégrer avec un ERP, on va devoir passer plus de temps parce qu'il y a quand même pas mal d'objets, pas mal de données qu'il faut synchroniser entre un CRM et un ERP. Lorsqu'il y a zéro intégration avec des outils tiers, parce qu'il n'y en a pas, parce qu'il n'y a pas d'ERP, c'est juste de l'import de données Excel, on parle vraiment de quelques semaines, voilà, c'est pas très long, quoi. Ça dépend aussi, en fait, si vous êtes normé ISO, ça dépend de l'impact de la DSI sur les choix d'outils, par exemple. Est-ce que les différents services, donc marketing, commerciaux, sont en autonomie pour installer des outils, ou est-ce qu'il faut forcément passer par la DSI? Est-ce qu'il y a des contraintes de sécurité qui sont fortes aussi? Complètement. En fait, c'est vraiment une question de gouvernance. Et après, par contre, oui, on a tendance, surtout quand il y a des intégrations, à impliquer la DSI au cours du projet, surtout au niveau du cadrage. En fait, surtout en avant-vente pour valider la faisabilité technologique du projet. Lors de la phase de cadrage, parce que du coup, on définit en fait les flux de données et on gère toutes les contraintes de sécurité et d'accès. Après, sur la phase de déploiement, on est relativement autonome. Et puis ensuite, pour la recette, des développements, valider que tout est conforme. C'est les équipes métiers qui s'en occupent, mais on est en capacité de réimpliquer la DSI s'il y a besoin de faire des ajustements. Et donc, on parlait de 8 mois, c'est ça, on va peut-être un peu Ça, 8 mois, franchement, ça dépend. Là, on est à peu près à 6 mois parce qu'il y a une intégration assez complexe avec un outil maison qui a été fait directement avec il y a 4 hubs. Voilà. Donc oui, il faut compter à peu près ça. Ouais. Si vous avez une dernière question pour Élodie et Charles, n'hésitez pas. On a un petit peu dérapé sur le timing, donc on va conclure. Merci beaucoup pour votre témoignage. En tout cas, ils sont disponibles. Merci beaucoup. On va terminer. Alors, on a vraiment terminé cette conférence, mais juste je vous donne quelques chiffres qui ne sortent pas du chapeau. C'est vraiment des études qui ont été menées par des organismes comme Forrester l'année dernière. Et je pense que ce n'est pas fini. C'est-à-dire que, donc, la mise en place de ce type d'outils, c'est de la réduction de coûts. Donc là, on parle de 30% d'une réduction de coûts, mais surtout d'une augmentation de la productivité des équipes de support. Donc ça, c'est vraiment le sujet principal. C'est que une grosse partie du parcours client, en fait, du support va être gérée par des agents. On le sait. Je crois que chez HubSpot, je suis tombé sur un chiffre récemment. D'ici la fin de l'année, ils auront plus de la moitié des tickets qui seront résolus par des solutions automatisées des agents, voilà, sur la partie chat, téléphonie, email. Et on le voit, donc en fait, ça a des impacts humains. Ça, on n'en a pas du tout parlé, mais c'est un autre débat. Donc les équipes support, elles se déplacent plutôt sur des fonctions maintenant commerciales, mais ça permet à HubSpot d'aller finalement les recycler pour faire autre chose. Et donc c'est une réalité, c'est-à-dire qu'on est en 2026, des sociétés comme HubSpot gèrent 50% de leur parcours de support
sur leurs propres outils. Et donc tout ça, en fait, on parle de productivité, de gain de temps, d'économie, c'est une chose, mais nous on le voit chez nous, chez nos clients, le vrai impact c'est qu'on augmente l'expérience client en elle-même. C'est-à-dire que ce n'est pas juste gagner du temps pour traiter des tickets plus vite, on parle vraiment de transformer ce support en levier de performance et de croissance. Et donc on apporte un service de meilleure qualité grâce à la disponibilité des informations, grâce à la centralisation des données 360. Et c'est vraiment ça qu'il faut retenir, hein, c'est que le but, c'est d'augmenter la qualité et la satisfaction, l'expérience client, et pas de mettre en place des gadgets technologiques pour le plaisir du geste, quoi. Merci beaucoup. On a terminé.